Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection cinéma, formes autonomes. Dirigé par Pierre Arbus. La collection cinéma, formes autonomes, dirigée par Pierre Arbus, maître de conférences à l'École supérieure d'audiovisuel, ESSAV, Université de Toulouse Jean Jaurès, rassemble des textes au croisement de l'esthétique et de la création audiovisuelle. Elle s'attache à témoigner d'une pensée singulière et novatrice, qui ne rejette pas l'hétérodoxie, et s'adresse principalement à des auteurs écrivant sur ou à partir de leur propre création, ou sur d'autres créations appréhendées avec un regard de créateur-chercheur. La collection privilégie ainsi les approches transversales, préoccupées à la fois par l'objet film et par l'éminence des outils et des formes impliquées dans sa mise en œuvre. Déjà paru. Pierre Arbus, Guy Chapouillet-Coorde, Marcel Pagnol, un inventeur de cinéma 2010. Dédicace. À mes parents. PREFACE. Parmi les nombreux ouvrages consacrés à l'écriture du scénario, notamment en France et aux États-Unis, le texte d'Yves Bellobre occupe incontestablement une place importante. Sans jamais se poser en historien du scénario, l'auteur dresse un vaste panorama des conceptions qui servirent ou servent de modèle aux formes de présentation et d'élaboration des scénarios. Le regard embrasse toute l'histoire du cinéma, de ses premiers temps jusqu'à nos jours. Le but n'est évidemment pas d'en faire le compte-rendu, mais de les revisiter dans une perspective résolument critique. Se dégage, progressivement, une théorie des théories construite à partir d'un point de vue délibérément assumé, celui de la création filmique. Ainsi que l'indique le titre de son ouvrage, l'analyse insiste tout particulièrement sur les ouvrages américains. Leur nombre n'est pas seul en cause. Ils connaissent aujourd'hui un vif succès, non seulement d'estime, mais aussi commercial, et sont en passe de devenir HE-GE-hégumonique. À ce sujet, Yves Bellobre déplore la grande frilosité des Européens. Il s'étonne que tant de théoriciens et de décideurs, quelquefois au plus haut niveau, adhèrent sans distance aux thèses américaines. Il contribue, estime-t-il, à la prégnance d'une culture américaine sur une culture française et même européenne, culture désinvestie par ses clercs. Au long des pages, un premier constat s'impose. Quelle que soit leur diversité de détails, les modèles proposés sont de nature essentiellement techniciste. Le travail d'invention et d'élaboration propre à l'acte scénaristique se réduit à un savoir-faire, indépendamment de tout procès d'acculturation, comme de tout effort exogène à son propre domaine rédactionnel. Il repose sur la connaissance et l'application d'un certain nombre de principes et de règles qu'il suffirait de maîtriser pour garantir le bon fonctionnement du récit auprès du public, son succès. Cette efficacité, d'une certaine façon garantie, se reconnaît dans son pouvoir de captation de l'attention du public, dès lors attaché au déroulement filmique jusqu'à la résolution du récit. Il faut sauver le soldat Ryan, résume ironiquement l'auteur, mais y arrivera-t-on ? Dans cette seule angoisse se concentrerait tout l'enjeu de la narration. Le sauvetage réussi, l'assassin démasqué, l'énigme résolue, l'intérêt retombe. Que l'on veuille, et même que l'on doive intéresser le spectateur, la chose est banale et de simple bon sens, bien que souvent fort difficile à atteindre et, soit dit en passant, souvent obtenue de bien inégale façon. Quel réalisateur, quel auteur n'en éprouverait-il pas le désir ? Mais l'intérêt porté à une œuvre, y compris la plus commerciale, se résume-t-il à une telle captation ? C'est toute la question de la valeur symbolique des films qu'il faut alors envisager. Ce qui est proposé, remarque encore Yves Bellobre, n'est rien de plus qu'un mode d'organisation narrative conçu sur le modèle de l'action d'un agent-personnage, orienté vers un but, l'issue de l'histoire. Toute chose a un but, une prémisse, précisent certains théoriciens. Truisme ira-t-on ? Une théorie ne doit pas seulement rendre compte de ce qui est le plus petit commun dénominateur à un ensemble de films. Pour être valide, elle doit vérifier son degré de pertinence à l'aune des films saisis dans leurs particularités. Remarquons également l'extrême généralité de ces formules. Rares ou inexistantes sont les fictions qui n'en justifieraient pas les principes d'une manière ou d'une autre. Aussi un esprit scrupuleux leur reconnaîtra-t-il malgré tout quelque degré de pertinence. Tout est dans cette relativité, ou plutôt dans cette approximation. Les formules ne tiennent qu'à une condition.
Réduire à l'extrême la trame narrative et les modes de déroulement des récits observés. Tous les films, tous les scénarios s'y identifieront, pour ne jamais s'y reconnaître dans leur stricte spécificité. Nombreuses sont les œuvres qui, comme Gertrude, Dreyer 1964, ou Le voyage en Italie Rossellini 1954, par exemple, n'entretiennent avec leur schéma qu'un très lointain rapport. Sont-elles beaucoup plus que des guides pour l'action, au demeurant fort vagues et de faibles secours pour des scénaristes au travail ? Force est de constater qu'ils ne les confrontent nullement à la mise en œuvre de matériaux narratifs à chaque fois spécifiques, eux-mêmes issus de sources diverses. La réflexion sur ce qu'il convient d'appeler la matière de l'inspiration reste particulièrement pauvre et mettant en jeu de multiples contradictions. La théorie du cinéma, à l'instar de la philosophie, est souvent pauvre en exemples. Les exemples sont pourtant la nourriture de la pensée, tout spécialement dans le monde de l'art. La théorie précède-t-elle les œuvres, ou les œuvres la théorie ? Soumettons-nous un instant à leurs critères en interrogeant quelques-uns de ces multiples fictions, où un agent poursuit un but. En l'occurrence, un prisonnier de guerre qui cherche à s'évader. Sans doute ne peut-on imaginer meilleure situation narrative, du point de vue qui nous occupe actuellement. La dite prémisse est clairement définie, le but, ou l'issue de l'histoire également. Il nous suffit maintenant d'en comparer les résultats en les mettant en rapport avec des films aussi différents que L'Évadé, Gris, 1975, L'Évadé des apostrophes, Alcatraz, Ziegel 1979, Papillon, Schaffner 1973, La Grande Évasion, Sturges 1963, La Grande Illusion, Renoir 1937, Le Caporal épinglé, Renoir 1962 ou Le Trou, Baker 1960, pour ne citer que ces quelques films parmi tant d'autres possibles. Les théoriciens parlent d'une maxime résumée en une phrase qui à elle seule contient l'essence de l'action de l'œuvre. Autre formule évidemment séduisante, autre guide pour l'action. Tout l'intérêt du travail d'Yves Bellobre est de nous permettre, et même de nous contraindre à prendre du recul par rapport à de jolies formules qui, par leur simplicité, ont la force d'une évidence. Un piège pour la pensée, chacun le sait. Tentons d'en vérifier la pertinence à l'aune des films réels. Pour ma part, je serais bien ennuyé si je devais forger une maxime qui s'appliquerait opportunément à chacun des films que je viens de citer. À moins, une fois encore, d'en appauvrir les récits jusqu'à la caricature. Ou de n'en retenir que le squelette, voire quelques ossements heureusement sélectionnés. On voit quelle est ici la confusion. Parler de l'essence de l'action de l'œuvre, est-ce parler de l'essence de l'œuvre ? Le mot si prestigieux, d'essence, n'est-il pas mis à la place d'autres plus vulgaires, tels qu'axe narratif ou moteur de l'action, ou plus prosaïquement encore, celui de fil conducteur, au demeurant moins abstrait et plus clair et de ce fait moins adapté à la sophistication recherchée ? Est-ce beaucoup plus qu'un argument narratif ? Celui qui, émotionnellement, place les sentiments de plaisir et de peine du spectateur sous la dépendance du devenir d'un ou de plusieurs personnages, d'où le primat, quelquefois absolu, accordé à l'émotion. Le suspense en est la forme suprême, quelle que soit par ailleurs son intensité et son mode de traitement bien différents eux aussi. Coucher ou ne pas coucher, ce pourrait être la maxime de Pauline à la plage, Romer, 1983, film qui nous concerne pour de multiples raisons évidemment exogènes à la dite maxime. Et pour revenir à des exemples que je maîtrise particulièrement bien, hors d'une telle maîtrise, nous ne savons généralement pas de quoi nous parlons. Les maximes de La Grande Illusion et du Caporal épinglé pour se superposer sur le plan de l'action. Dans les deux cas, des prisonniers de guerre cherchent à s'évader, ne se recouvrent nullement du point de vue de ce que l'on serait en droit de nommer l'essence de l'œuvre, ce que je nomme le sujet de la réflexion par opposition au sujet de l'action. Une essence dont l'action du film n'est que le résultat, pour ne pas dire l'apparence. Action-réflexion. Ne sommes-nous pas en présence d'une dichotomie au sein de la production cinématographique qui, pour être également essentielle, est ici méprisée ou ignorée ? Ainsi que le remarquait Jacques Bouvresse, tout ce qui touche de près ou de loin à la question de la substance des œuvres, répugne par-dessus tout à bon nombre de décideurs actuels. Seule cette substance, pourtant, nous met réellement en rapport avec ce qui fit la matière de la narration et décida, in fine, de son organisation narrative. Une tâche combien plus difficile et surtout incertaine quant à sa réussite finale.
Il est donc normal qu'une modalité de travail permettant de faire l'impasse à ce sujet, ou d'en donner l'illusion, rencontre un succès persistant. Une illusion contre laquelle le travail d'Yves Bellobre nous met précieusement en garde. Ces modèles de scénario renvoient à une forme de pensée qui parcourt certains aspects de la théorie du cinéma. Ce qui est ici ouvertement à l'œuvre est la prédominance d'un mode de pensée univoque, unifiant, simplifiant, non dialectique, incapable de rendre compte de ce qui, distinguant une fiction d'une autre, en fera éventuellement le succès ou lui assurera une notoriété. Nous sommes en présence d'un modèle théorique que j'avais déjà repéré dans le domaine des études filmiques proprement dites. La formalisation d'une sorte de scénario zéro, un scénario avant tous les scénarios, censé, sinon tous les contenir, du moins les permettre tous dans leur prétendue essence. Un modèle que certains considèrent comme la mise en place d'une histoire canonique, corroborant le vieil adage selon lequel on raconte toujours la même histoire. Tout ayant toujours été déjà dit, la question du dit serait dépassée. Ne resterait que celle du dire. En d'autres lieux, j'ai déjà exprimé mon opinion à ce sujet. La formule n'est pas erronée, mais à la seule condition d'en demeurer une fois de plus, à certains niveaux de généralité où tout s'égalise par indifférenciation des différences. Elle apparaît tout à fait insuffisante dès l'instant où l'on prend en considération ne serait-ce que les déterminations historiques qui, de même problème, font des problèmes distincts. Prenons une nouvelle fois un exemple, en relation avec une problématique sociale. Dans un récent ouvrage, Edgar Morin évoque le comportement des rétifs, multipliant les dissipations, les distractions, les paresses sur les bancs de l'école. Je lisais pendant les cours qui ne m'intéressaient pas, avoue-t-il à l'instar d'un élève indiscipliné. Problèmes éternels ? Oui, mais pour de mauvais scénarios. Car les problématiques se sont aujourd'hui modifiées. De Zéro de conduite, Vigo 1933, à Entre les murs, Cantet 2008, les scénarios ne peuvent plus être tout à fait les mêmes, ce que tout travail d'adaptation se doit d'assumer. Le Morin qui se contente de lire sous la table n'est plus en question. D'autres difficultés, d'autres contradictions sont apparues, mettant en jeu le comportement des élèves et la posture des enseignants en des termes que les contemporains de Jean Vigo ne pouvaient même pas imaginer. Un film d'une grande qualité comme Les Sentiments, Lvovsky 2003, perd quelque peu de sa force par manque de réflexivité historique. Dans le procès même de sa narration, il devait intégrer l'impossibilité faite à un homme ou une femme évolué de penser et de vivre les rapports conjugaux sur le mode de l'ancienne possession. Quelquefois aussi, les grandes œuvres sont en avance sur leur temps. Le Fritz Lang de la 5e victime, Lang 1956, avait parfaitement saisi la frénésie de l'immédiateté qui commençait à pervertir la presse occidentale. Notre époque a-t-elle la capacité d'en faire l'inventaire et de les prendre en compte en toute objectivité ? Disposons-nous des bons concepts pour les désigner ? Cet effort de connaissance, cette acculturation ne font-ils pas partie du travail scénaristique ? Autant de questionnements constitutifs d'un acte narratif, de préalables hors lesquels un cinéaste n'est pas réellement conscient de ce qu'il tourne. Rappelons-nous comment Fritz Lang avait étudié le phénomène social provoqué par le crime en série, avant de tourner Monsieur le Maudit. Comment aussi, il avait pressenti et donné à pressentir au spectateur ce qui se préparait dans son pays d'adoption. Si le but, déclaré par les cinéastes, est bien de raconter une histoire, cette histoire bien racontée, n'est pas le but de l'œuvre, pour autant que ce concept soit approprié à l'objet de référence. Contrairement à ce que disent certains théoriciens, il ne suffit pas de trouver la meilleure façon de la raconter. Meilleur, un mot une nouvelle fois ambigu. Ainsi que le prouvent tant d'adaptations, pour être globalement fidèle à l'essence de l'action, la forme obtenue peut être d'une platitude et d'une pauvreté symbolique proprement navrantes. Une formation à l'écriture du scénario peut-elle occulter ou négliger une telle transformation des contextes rédactionnels ? Pour des raisons à chaque fois différentes, des films comme Le Troisième Homme, Reed, 1949, Un homme et une femme, Lelouch, 1966, pourquoi pas ? Serrault 1977, Les Intouchables, Toledano 2011, doivent leur succès aux relations de synchronisme qu'ils entretenaient avec l'esprit de leur temps. Une chose qui, par essence, ne se répète jamais dans des conditions strictement identiques. Il faut à chaque fois penser ce que le présent recèle d'inédit et en intégrer les nécessaires arrangements.
Le synchronisme, ce pourrait être un autre mot-clé de la construction scénaristique. La prémisse, dont parlent les théoriciens, intègre-t-elle ce type de préoccupation ? Ne devrait-elle pas le faire, puisqu'aucune narration n'en répétera exactement une autre et doit, en préalable, se poser la question du temps ou du lieu où elle se déploie. Le contexte d'une évasion en temps de guerre diffère en 1914 ou en 1940. Pour un Français, le contexte narratif n'est pas le même en 1937 et 1962. Quel scénario pouvait-on écrire à chacune de ces dates ? La question est primordiale. Aussi faut-il insister sur la non-unicité des films, leur différenciation parfois radicale. Une fois de plus, ne réduit-on pas tous les scénarios envisageables à un même schéma, celui d'une distraction selon l'heureuse polysémie du mot en langue française. Avec leur dénouement se consume, le plus souvent ce que l'on ne peut que cesser de consommer. Avec humour, Yves Bellobre remarque combien certaines fictions s'adaptent au format requis par la succession des pages publicitaires. Chaque paquet narratif de 13 minutes, écrit-il, se concilie harmonieusement avec les grandes étapes d'une organisation narrative qui se divise, naturellement, en chapitres d'égale longueur. On ne peut rêver meilleure adaptation aux contraintes de la consommation télévisuelle. Inutile d'insister sur l'impression de vide, pour ne pas dire de vanité, que l'on éprouve si fréquemment lorsque certains récits, la plupart, s'achèvent. Tout ce qui nous avait habilement tenus en haleine se dissipe comme une nappe de brouillard chassée par le lever du jour. Inversement, il suffit d'en revenir à l'expérience du spectacle, pour ressentir combien certaines formes d'achèvement du récit, loin de résoudre la tension qu'elles avaient initialement suscitée, la déplacent ou la recomposent. Au lieu de seulement nous distraire, la fiction interroge. C'est là précisément son but. Ce que des cinéastes aussi différents que Sergei Eisenstein ou John Ford définissaient eux-mêmes comme un effet final, auquel ils entendaient mener leurs spectateurs. Nous transcendons le plan de la narration, pour nous élever jusqu'au domaine du symbolique. Laurent Cantet déclarait aimer les films qui le font réfléchir. Dans le cinéma d'Alfred Hitchcock, les dénouements au fil des œuvres se font de plus en plus pesants, ne citons que Vertigo ou Les Oiseaux. Dans un autre domaine, celui des séries ou des téléfilms, il ne faut pas beaucoup de temps d'observation pour comprendre combien nombre de séries américaines reposent sur des stratégies et des arguments narratifs substantiellement différents de ceux de leurs homologues européens. Avec au premier chef, une constance et une complaisance dans l'exercice de la violence, l'exposition de modes de vie exclusivement centrés sur le rendement, l'idéologie du travail roi, la sacralisation de la technologie en tant qu'agent de résolution des conflits peu ou prou sur un mode magique. Autant de caractères dont on peut, ou devrait, montrer le danger du doigt. Un mode de composition d'autant plus inquiétant qu'il ne manque pas de fasciner et d'annihiler les facultés critiques. Bref, les questions du pourquoi et du pourquoi sont inséparables du travail d'écriture scénaristique. Elles s'avèrent constitutives de ces efforts d'élaboration, et je l'ai dit, en constituent même une sorte de préalable. On ne peut séparer une méthode de travail de ce qu'elle se donne précisément pour tâche de travailler. Dans la mesure où la plupart de ces ouvrages s'adressent prioritairement à des apprentis scénaristes, un autre silence ne peut que surprendre. Les processus effectifs de la production narrative sont ici minimisés ou occultés dans leur cortège d'errance, d'hésitation, de reprise, d'abandon, de correction, de trouvailles quelquefois de dernière minute, de construction et reconstruction, de découvertes souvent tardives et pourtant décisives. Sans oublier la place essentielle occupée par les erreurs. Ces erreurs qui, chacun le sait, sont la condition du bon cheminement et de l'avènement de la bonne solution. Qu'il soit écrit ou oral, tout bon enseignement du scénario devrait insister sur ce point. François Truffaut disait que les films sont comme des trains qui foncent dans la nuit. Certainement, mais seulement du point de vue du spectateur. Celui d'un voyageur de première classe qui n'en a jamais posé les rails, pas plus qu'il n'a été victime d'un accident. Comment une théorie du scénario peut-elle faire l'impasse, non seulement sur la pénibilité de la tâche, mais sur ce qui en devient la condition ? Un scénario n'est pas un mécano. Il ne suffit pas d'en copier ou d'en suivre les règles de construction. Celles-ci, peu ou prou, ne se découvrent-elles pas et ne se peaufinent-elles pas au fur et à mesure que se fait et se défait la dite construction ? Un dernier point sur lequel insiste particulièrement Yves Bellobre. Je l'exposerai sous la forme d'un paradoxe.
Le but de l'écriture du scénario n'est pas de produire un scénario, mais d'anticiper et de permettre un film. On le sait, telle est la contradiction principale d'un objet qui, pour requérir beaucoup de talent, n'est jamais qu'un intermédiaire programmant sa propre disparition. La narration en tant que telle n'est que l'un des vecteurs de la signification au cinéma. Deux autres ordres sont au travail, plastique et symbolique. Yves Bellobre le montre excellemment, un seul est en passe de devenir hégémonique. Il nous met en garde contre son unicité, et d'une certaine façon sa facilité. De plus en plus, les fictions modernes se rabattent sur leurs actes narratifs, délaissant le domaine du symbolique tel que Goethe a pu le définir. Si le cinéma de fiction tend à naturaliser tout ce qu'il montre, les fictions les plus avancées se distinguent par leur capacité à doter certaines composantes d'une double apparence. Dans l'instant même de la projection, le spectateur perçoit que ce qui est montré, par-delà son intégration au récit, sa transparence, désigne tout autre chose. Une inconnue qui suppose ou exige de sa part un déchiffrement de son sens. Ainsi le discours filmique se construit-il par ce qui n'appartient plus seulement à l'ordre du narratif. Si en son absence, l'essence de l'action restait la même, l'essence de l'œuvre s'en trouverait diminuée. Les deux ouvrages d'Yves Bellobre ici réunis nous rappellent combien nous devons sans cesse nous interroger sur les contradictions, les non-dits, les impensés inhérents à toute production discursive. Aucun texte ne peut synthétiser toutes les données d'une problématique. Daniel Serceau. Professeur Université Paris 1. Panthéon-Sorbonne. Introduction. John Truby, dernier en date des gourous du scénario américain, donne chaque année depuis 4 ans un séminaire de 2 jours à la Sorbonne. Le choix du lieu n'est pas anodin au pays de la politique des auteurs. Le prix du ticket d'entrée s'élève aux alentours de 500 €. Les directeurs de fiction des chaînes de télévision françaises le recommandent, y participent ou y envoient leurs collaborateurs, les productions leurs scénaristes méritants, et de nombreux aspirants scénaristes s'y pressent. Il y enseigne les 7 Steps, 7 étapes fondamentales du storytelling ou l'art de raconter des histoires sans se prendre les pieds dans le tapis de la vieille structure, selon lui, dépassée, des 3 parties d'Aristote. 7 marches qu'il faut impérativement connaître et parcourir pour écrire le scénario d'un film, ou mieux encore, d'une série, capable de faire grimper l'audimat à la télévision ou ronronner de plaisir les caisses des salles obscures. L'intervention en France, de masters du scénario hollywoodien qui enseignent la façon de concevoir, de structurer, d'écrire et de corriger un scénario est apparue vers la fin des années 80. L'industrie hollywoodienne confirmait alors son hégémonie mondiale sur l'audiovisuel, à travers la production cinématographique des blockbusters initiés par Spielberg et ses Dents de la Mer, 1975, d'une part, et d'autre part la production télévisuelle de grandes séries TV continues de diffusion internationale dont Dynasty, 1981 à 1989, et Dallas, 1978 à 1991, imposèrent le modèle. Les script doctors ou script managers d'Hollywood furent sollicités par les plus avancés des sociétés de production hexagonales pour initier leurs scénaristes à la structuration du scénario en vue de l'efficacité narrative, qualité attribuée aux succès commerciaux. J'ai moi-même eu la chance de découvrir la rhétorique des plots-points, des pinches et autres cliffhangers dans le cadre d'un cours privé délivré par Linda Segers à l'initiative de la société Télé1age. Pour un petit Français, élevé dans l'idéalisme esthétique de l'auteur, ce fut un électrochoc. Le pragmatisme américain avait accouché de la forme universelle de la fiction audiovisuelle, cinéma et TV confondus, et sa performance était prouvée par la part de marché engloutie par les Dents de la Mer ou l'audimat pompé par Dallas. Malraux s'était trompé, le mot final de son esquisse d'une psychologie du cinéma se retournait. Par ailleurs, le cinéma est aussi un art. L'assimilation d'un certain nombre de recettes narratives ne présentant pas de difficultés insurmontables, je les appliquais pour survivre dans le métier de scénariste, non sans une certaine dextérité probablement puisque je fus sollicité en tant que script doctor par une chaîne de TV commerciale comme TF1 pour intervenir sur des projets jugés insuffisants. Mais il en résulta pour moi, comme pour nombre de scénaristes de ma génération sans doute, ceux qui entraient dans ce métier au cours de ces années 80,
une certaine mauvaise conscience liée au sentiment de supercherie résultant de la réduction consentie du processus de création scénarique aux exigences de la manipulation-satisfaction dramatique du spectateur. L'adoption par la télévision française du modèle de scénarisation américain était en cours. Elle ne touchait pas encore le cinéma. Cela allait se faire dans les années suivantes à la faveur de ce qui fut dramatisé comme la crise du scénario français. Cette crise fut le thème central du débat médiatique français sur le cinéma de la fin du siècle. Elle fit l'objet de nombreuses publications dont le numéro spécial des Cahiers du cinéma de mai 1985, intitulé « L'enjeu scénario », qui tentait d'en dresser le tableau. Mais les Cahiers, acteurs historiques de la nouvelle vague, n'étaient peut-être pas alors en position idéologique favorable pour poser sans préjugés les vraies questions du rapport du film à son scénario ni envisager les conséquences du déni théorique et pratique de ce dernier dans la culture cinématographique française nourrie à la politique des auteurs. En dépit de la qualité des entretiens rassemblés dans cet opus, il n'apporte guère de perspectives nouvelles. Il était de bon ton alors de larmoyer sur le manque de bonnes histoires hexagonales. De bon ton de fustiger l'absence et l'impéritie de ceux, les scénaristes, qu'on avait pris soin de congédier au nom d'un cinéma d'auteur qui s'était institué contre le cinéma de scénaristes. Si bien que l'on s'inquiéta depuis les ministères jusqu'aux instances européennes, de cet étrange déficit du scénario hexagonal, voire européen, face au renouveau et au dynamisme du cinéma américain. Des lignes budgétaires furent attribuées à la réflexion et à la promotion de ce secteur d'activité par l'INA qui commandita le livre de Michel Chion Écrire un scénario, ou par le CNC avec la mise en place progressive d'aide à l'écriture de scénarios. La nomination du prestigieux scénariste Jean-Claude Carrière, en 1986, à la tête de la FEMIS, apparut comme un signe fort de cette prise de conscience des institutions. Mais comment définir les critères d'attribution des aides ? La pratique et la pédagogie du scénario sans une base théorique solide concernant sa fonction et son statut dans la création cinématographique. Or une telle base, pour des raisons en partie liées à l'indignité cinématographique de la scénarisation, faisait cruellement défaut. Au sein de l'université, la reconnaissance du cinéma comme discipline culturelle consistait principalement en recherche d'ordre historique sur les techniques et les styles, ou d'ordre sémiologique sur la spécificité du discours filmique. Recherche passionnante, légitime aspiration à définir la singularité du discours audiovisuel, mais excluant la réflexion théorique sur le scénario, celui-ci restant ontologiquement au service d'un discours, le film, ne lui appartenant pas dans une histoire du cinéma qui tente à l'exclure. On ne s'étonnera pas alors de ce qu'un ouvrage aussi intéressant et documenté que Récit écrit, Récit filmique de Francis Vanois, ne soulève pas la question de l'existence, ni du statut, de ce récit écrit d'un récit filmique, que pourrait être le scénario. Question idéologiquement écartée a priori, si l'on en juge par cette réflexion du même auteur, une théorie du scénario est-elle possible ? Est-elle surtout souhaitable ? Ce n'est pas sûr. Pourquoi ? Vanois ne le précise pas. Or ce déni est un fait général de la théorie française du cinéma. Paru en 1992, l'ouvrage intitulé 200 mots-clés de la théorie du cinéma ne recense pas le terme scénario. En 2001, le dictionnaire théorique et critique du cinéma ne le mentionne pas non plus. À croire que le scénario n'existe pas, et que cette inexistence, stupéfiante au regard d'un écrit référentiel pour la quasi-totalité des intervenants dans le processus de production du film, n'inquiète pas la théorie du cinéma. Quelles raisons peuvent expliquer cette absence du scénario dans le champ théorique de la recherche sur le film ? Quel statut ontologique ou idéologique du scénario justifie sa disparition dans le non-dit qui sépare et cheville théorie et pratique du cinéma français ? En tout cas, faute d'une théorie du scénario et dans l'urgence du besoin clamé par la crise, on adopta le modèle constitué et disponible du scénario américain. C'est de ce constat de l'adoption quasi unanime, en France, par les acteurs de la production audiovisuelle, les institutions et les pédagogues du scénario, d'un mode de formalisation cinématographique propre au scénario américain comme étant le modèle du scénario, qui est à l'origine des textes réunis dans cet ouvrage. À la lumière de mon expérience de scénariste et de mon enseignement de la scénarisation à l'École supérieure d'audiovisuel, ESSAV,
De l'université de Toulouse Jean Jaurès, je me suis demandé pourquoi et à quel titre le scénario américain est-il établi comme modèle ? Loin de me satisfaire du dénigrement convenu dont le modèle américain fait souvent l'objet en France de la part de ceux-là même qui en acceptent les présupposés en raillant son caractère prescriptif hautement formalisé, je l'ai pris très au sérieux pour en faire l'objet d'une critique du scénario américain. À travers une généalogie de la normalisation industrielle de la scénarisation au sein des studios d'Hollywood, puis l'analyse de son évolution ultérieure vers le storytelling, j'ai souhaité montrer comment ce modèle institue en norme de la fiction cinématographique un régime narratif fondé sur la primauté de la tension narrative du suspense, l'affabulation du personnage et l'identification du spectateur. Les considérations sur le scénario filmique qui suivent développent l'hypothèse que la narration scénarique soit autre chose que le drame d'un personnage qui capte le spectateur dans la téléologie de son action. En évoquant l'histoire de la contestation de la narration classique effectuée, depuis la Seconde Guerre mondiale, par le néo-réalisme italien et la nouvelle vague française, j'ai cherché à reprendre l'analyse de la scénarisation du film, non plus du point de vue de la narration, mais à l'opposé en quelque sorte, du point de vue du film. Les notions de dispositif narratif, structure ouverte et d'intention du film, auteur, me sont apparues comme les apports respectifs majeurs de ces deux mouvements, relativement à une conception du scénario inscrite dans une vocation critique ou artistique du cinéma. Dès lors, pensez la pratique de l'écriture scénarique, non comme la programmation-formatisation dramaturgique du film, mais comme le premier acte de création du discours filmique implique d'envisager la relation entre le scénario et le film non plus selon une discontinuité postulée de l'écrit et du filmique, mais au contraire, dans la continuité du processus de scénarisation, de réalisation et de montage où se joue la création cinématographique. Emprunté à Daniel Cerceau, le concept de projet symbolique du film fournit le principe d'unité nécessaire à la compréhension et à la mise en œuvre de ce processus continu de la création du film. Car un tel projet symbolique ne peut exister sans l'inscription du filmique dans le tissu verbal de la narration scénarique, le rôle du scénario étant de construire la position cognitive et émotionnelle du spectateur idéal du film, en fonction des potentialités du discours filmique. Ainsi l'enjeu du scénario dans la création du film, loin de se réduire, comme le veut le modèle américain, à la fourniture d'une histoire narrativement performante, auquel paradoxalement une certaine tendance de l'idéologie de l'auteur-réalisateur le confine aujourd'hui, m'apparaît triple: symbolique, construction d'une réalité imaginaire, heuristique, construction de son audiovisualisation potentielle, herméneutique, construction du champ interprétatif du film par le spectateur. C'est ce triple enjeu que la pratique de la scénarisation conçue comme réécriture assume, en subordonnant l'histoire au sens du film par la suggestion du flux des formes filmiques. Entre la formalisation narrative du film par le scénario américain et la potentialisation filmique de la narration par le scénario filmique, serpente la ligne de démarcation entre un cinéma du pur spectacle et un cinéma à ambition d'art. La formalisation narrative américaine n'est bien évidemment pas a priori contradictoire avec l'art, en tout cas pas avec un art réaliste et psychologique. À condition toutefois que le sens du film ne se réduise pas aux enjeux narratifs de l'histoire qu'il raconte, et que l'émotion du spectateur ne soit pas confisquée et contrôlée par l'identification au personnage central, à travers des sollicitations pulsionnelles réflexes. L'art, s'il en provient, est toujours au-delà de l'anecdote, et l'émotion esthétique se détache de l'identification émotionnelle. L'œuvre d'art n'est pas soluble dans les significations d'une histoire, ni dans un message qu'elle véhiculerait. Sans création de forme filmique qui emporte l'histoire au-delà de ses significations et de ses enjeux narratifs, il ne saurait y avoir d'art du cinéma. Cette création doit être initiée dès l'écriture du scénario. J'espère que les textes rassemblés dans cet ouvrage contribueront à démontrer que l'adoption des principes narratifs propres au dispositif scénarique américain comme critère discriminant du financement de projets de films par les institutions culturelles, de soutien du cinéma français et européen, revient à agréer une conception purement spectaculaire du film au nom d'une prétention à l'art contredite par ces critères mêmes. D'où cette situation du cinéma français que Daniel Cerceau analyse comme celle d'un cinéma d'auteur comme genre. Il procède d'une posture a priori qui tente à devenir hégémonique.
La thèse que nous entendons défendre dans cet ouvrage est que le cinéma français le plus contemporain est tendanciellement un cinéma d'auteur sans auteur, parce que de l'auteur, il ne réalise le plus souvent que la prétention d'appartenance au genre. Je tiens à remercier Jean Samouillan, Paul Lacoste, Jean-Louis Dufour, Guy Chapouillet, Pierre Arbus et toute l'équipe de l'ESSAV, du Lara Sepia et de l'école doctorale de l'Université de Toulouse Jean Jaurès pour leur soutien et leurs conseils. Je dédie cet ouvrage à mes parents. Critique du scénario américain. Première partie. Une généalogie de la formalisation hollywoodienne. 1. Formalisation ou formatage? La formalisation est constitutive du scénario de fiction. En tant qu'écrit destiné à devenir les images et les sons d'un film, il obéit à une série de conventions scripturales, historiquement établies, destinées à intégrer les modalités et contraintes du médium audiovisuel dans une narration, un régime narratif lui aussi historiquement déterminé qu'il a charge de fournir à la réalisation. Un scénario de documentaire se limite souvent à un canevas de séquences thématiques ou de notes de repérage, impliquant plus ou moins précisément des situations réelles et des intervenants, tandis qu'un scénario de fiction expose la narration complète d'un déroulement audiovisuel. Par sa division en scènes, en personnages et en dialogues, le scénario de fiction ressemble à un texte dramatique, mais l'analogie s'arrête là. Il n'y a pas d'acte, sauf par décision stylistique référentielle, ni de scène, au sens d'espace sûr ou dans lequel des personnages évoluent, ni même de décor à proprement parler, car le décor de théâtre dans lequel entrent ou sortent et se meuvent des comédiens n'existe pas pour lui. Il ne connaît que ce qui se présente et se succède à l'image et au son, le profilmique, à travers lequel un espace se dessine et se constitue en réalité imaginaire, narrativement orientée, qui participe à la construction de la diégèse du film. La numérotation des scènes et leur titrage, qui caractérise un espace-temps, intérieur-extérieur, jour-nuit, lieu significatif, répondent à la fois aux besoins techniques de la production, de la réalisation et à l'ordonnancement narratif. Un certain nombre de conventions typographiques, dont le non-respect est, dit-on, rédhibitoire pour les script éditeurs hollywoodiens, concernant la police de caractère, la taille, les modes et les tabulations visent à faciliter l'usage du scénario et la budgétisation du film, chaque intervenant de la production pouvant y repérer ce qui relève de son domaine d'activité et ainsi programmer son intervention et son coût. Ces conventions typographiques présentent l'intérêt pratique, pour le scénariste comme pour la production, de fournir une équivalence texte-durée qui permet d'apprécier aisément la longueur totale du film, les durées relatives et absolues des séquences et des scènes et par là le rythme de l'ensemble. Le rapport, établi à l'époque de la machine à écrire avec ses possibilités limitées de tabulation et de police, courrier, est traditionnellement d'une page pour 1 minute de film. Ce standard est maintenu aujourd'hui, quoique certains auteurs, Isabelle Reynaud, l'évaluent à 1 page et demie pour 1 minute de film. Dans l'écriture de la description narrative des scènes par les didascalies, lesquelles évoquent ce qui sera visible et audible, des éléments précis de mise en scène, de caractérisation des lieux, des personnages et des objets, les mentions dites techniques de position et de mouvement de caméra, de cadrage, d'objectif, etc. sont aujourd'hui interdites. Cela n'a pas toujours été le cas, notamment à l'époque classique d'Hollywood, et l'on pourrait se demander si cet interdit, constitué en véritable tabou, ne participe pas d'une certaine méconnaissance de la dimension filmique du scénario au profit d'une conception exclusivement dramatique, théâtrale. Car cette formalisation du scénario n'a rien d'une donnée immuable. Le scénario à colonne images et son, autrefois en vigueur en France, a disparu, mais d'autres formes peuvent naître. Les réflexions et propositions ont été faites en ce sens par Dominique Zelatov dans la revue de l'Université de Bruxelles en 1986 et par Pierre Maillot, dans son ouvrage L'écriture cinématographique paru en 1989, mais elles sont restées sans suite. La formalisation américaine actuelle résulte donc d'une histoire dont l'investigation, en regard de l'histoire du cinéma conçue principalement comme histoire des films, des réalisateurs et du langage cinématographique, est extrêmement instructive. Une telle histoire du scénario fait totalement défaut en France. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.